Alors bienvenue à tous, bonjour. J'ai le redoutable honneur d'ouvrir la séance en essayant de couvrir un petit peu pas mal de thèmes qui vont se spécialiser durant la journée encore. J'ai à peu près 1h30 avec les questions, donc j'ai quand même essayé de bâtir quelque chose d'un petit peu interactif pour qu'au bout d'un moment vous vous endormiez pas. Donc de temps en temps je vais vous demander d'interagir soit physiquement, soit au travers de petits outils d'interaction. L'agenda prévu de cette présentation, une petite introduction, présentation personnelle, objectif, un aspect poser un ou deux éléments de contexte, une petite partie académique, entre guillemets, de connaissances, mais très courte. Puis ensuite, on va arriver sur des éléments plutôt pratiques, survol de quelques pistes. Et en parallèle, je vous ai préparé, ce sera dans la doc, beaucoup d'informations que vous pourrez récupérer chez vous, qu'elles soient vues ou pas, ici, avec des outils, avec des lectures, etc. Donc quelque chose de complet pour conclure avec tout ça. Alors, petite présentation personnelle liée à mon métier, à mon rôle. Mon rôle, en vieillissant, on sort de la technique, donc aujourd'hui c'est un rôle de pont, la plupart du temps, de pont entre académie pratique, entre comment intégrer des tendances globales dans un local de l'entreprise, un pont entre mental tripal, un pont entre les gens, souvent entre du top management et des employés, etc. Donc j'ai un rôle comme ça qui est pas mal en lien avec ça, donc assez adapté aussi dans un accompagnement de transformation. Un des éléments que j'aime bien souvent mettre en avant, c'est la notion d'intégration. Comment intégrer des nouvelles choses qui se passent dans le terreau d'aujourd'hui, plutôt que de céder au mode. Elle est bien cette image. Évidemment aussi, avec l'évolution un petit peu de ce qui se passe, le rôle de la formation et le rôle que j'ai, c'est de plus en plus un rôle de coaching, plus que de transmetteur de connaissances. C'est plutôt le comment avancer. Et puis, peut-être le dernier élément, souvent j'ai un fonctionnement lié toujours à ma fonction de prof HES, d'éclaireur, dans le sens éclaireur, aller explorer ce qui se passe, c'est pas l'aventurier, mais aller en éclaireur sur quelque chose, puis ensuite revenir et éclairer un petit peu de l'expérience qu'on a pu avoir. Je guide pas mal de personnes en montagne, dans ce contexte-là, on est dans cette dynamique qui nécessite souvent un peu de la présence à ce qui se passe. Et puis voilà, ça c'est peut-être un petit peu ce qui va colorer ce que je vais vous amener aujourd'hui. Il y a des infos qui seront là-dessus sur un CV un peu plus personnel. Alors, le premier élément, première interaction que j'aimerais faire, on va se mettre dans une dynamique plutôt de test un petit peu, d'un petit outil. Souvent dans les conférences, on dit « éteignez vos smartphones, ne les utilisez pas », je vais vous les faire utiliser. Donc, je vous invite à aller sur ce petit site sleep.do. Ce sera une interaction complètement anonyme. Vous n'avez pas de nickname à mettre, de numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Vous allez introduire un code, qui est le code 2325, et puis je vais vous activer une question. La question, ce sera une petite question de test technologique, mais aussi, j'aime bien souvent savoir, quand je suis en séance, un petit peu l'état d'âme des gens. Alors, quand on est 10, on peut faire un tour de table. Quand on est 400, on peut avoir des mots libres. Ici, je vous ai dirigé 13 ou 14 mots. Donc, voilà, vous devrez choisir 1 ou 2 ou 3, 4 mots parmi la liste que je vous donne. Mais ça nous permet d'avoir un petit état immédiat de la salle, mais moi surtout ça me permet de tester la techno que je vais utiliser par la suite. Voilà, normalement si vous avez rentré ce code 2325 sur sleep.do, vous devriez arriver sur une page qui vous pose une question, comment vous sentez-vous? Et puis vous avez une liste de mots sur lesquels que vous pouvez choisir, puis on voit typiquement immédiatement, un tout petit peu, l'état des lieux. Et puis vous pouvez mettre plusieurs mots.
visiblement, ça marche. Hein. Donc ça, c'est déjà pas mal. Petit outil interactif que je trouve assez intéressant. Aujourd'hui, on en a plein. Hein. On se rend compte que c'est évidemment limité par rapport au nom que j'ai. Avec 400 personnes, je ferais laisser entrer les mots. Il y a la possibilité de laisser entrer les mots, mais là, un nuage de mots ressort plus facilement hein, sur une tendance. Hein. Donc mon intention aujourd'hui, dans ce survol que je vais faire, c'est principalement une intention de vous ouvrir quelque part quelques pistes ou d'asseoir un certain nombre de choses que vous avez déjà certainement explorées, mais des fois de l'entendre, de se faire restimuler par d'autres points de vue, ça a autant de valeur que de systématiquement aller voir quelque chose de nouveau. Donc j'ai vraiment une intention un petit peu de survol. J'aimerais que, pour moi j'ai réussi toute ma préparation, si l'une ou l'autre des questions que j'ouvre vous touche. Hein. Tout ne va pas vous toucher, hein, sachant que je fais un peu du survol. Je connais pas, le métier de BA et le public cible qu'il y a ici, c'est tellement large que je sais que je ne peux pas adresser toutes les réponses à toutes les personnes. Mais mon but, c'était vraiment un élément un petit peu survol de tout ça. Hein. Alors, petit élément sur les éléments contexte. J'aime bien commencer par cette notion de différence entre informatisation et digitalisation. Souvent, les choses sont pour moi encore un petit peu trop mélangées. J'aime bien séparer les choses. Quand on parle de mettre une nouvelle solution informatique, on ne fait pas forcément de la digitalisation. On est vraiment sur un aspect outillage qui répond à un besoin. C'est des fois très confrontant, mais ça reste souvent quelque chose de technique qui est relativement bien balisé. Contrairement à un mécanisme de digitalisation qui, pour moi, de nouveau c'est une définition qui est plutôt personnelle, englobe beaucoup plus largement l'entreprise. On sort beaucoup plus que du pur aspect technique. On a des éléments qui vont toucher peut-être des éléments métiers, des éléments organisationnels et autres. Et quand je parle de digitalisation, et la suite de l'exposé va vraiment plutôt se focaliser sur cette partie-là, c'est pour moi assez important de bien pouvoir le distinguer. Hein. Et même soi-même, soit quand on accompagne des gens, soit quand on doit le faire pour soi dans son entreprise, être assez clair sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, et ça implique des moyens et des personnes certainement différentes. Hein. Tout simple peut-être, on aime bien la notion de valeur. Hein. Deuxième élément, un élément de contexte. Qui a déjà entendu parler de ce contexte VUCA? Ok. C'est un acronyme qui est utilisé, qui est anglais, mais qui est utilisé depuis assez longtemps. Mais par contre, aujourd'hui, j'aime bien ça comme clé de lecture aussi, de quelque chose qui nous aide parfois à comprendre certaines difficultés que l'on vit en entreprise et dans le monde d'aujourd'hui sur l'aspect, par exemple, complexité. Complexité versus complication. Compliqué, pour moi, un processus industriel, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Mais on sait la suite, on connaît la suite de toutes les opérations, des interactions qui peuvent se passer. La complexité de notre monde aujourd'hui, souvent, on est dans un métier que l'on a bien balisé, et puis on a des éléments externes qui font que c'est beaucoup plus complexe à décider. On doit aller rechercher des parties prenantes différentes. On est dans un environnement aujourd'hui où on peut difficilement tout seul décider en ayant toute la connaissance qu'il faut, hein, par exemple. L'aspect volatile, la volatilité des marchés, c'est quelque chose que l'on connaît bien. Le fait de se positionner dans un contexte très incertain, prédire où on est dans 3 ans, on a beau avoir toutes les big data du monde, pour moi aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et donc c'est difficile à pouvoir le faire. Et puis cette ambiguïté que vous vivez peut-être parfois aussi dans vos entreprises, on est souvent dans des paradoxes. Hein. La vérité, la certitude, c'est très difficile à la mesurer. J'aime bien ça, des fois on l'entend relativement parler comme clé de lecture d'un contexte. Hein. Le contexte aujourd'hui, souvent, même si c'est restrictif, en tout cas a un certain nombre de ses caractéristiques. Et puis peut-être un troisième élément que j'ai choisi au niveau du contexte, c'est l'élément
des jeunes générations qui, d'ici quelques années, ces millénials et ces Z, d'ici quelques années, ce sera la moitié du monde du travail. Qui dit moitié du monde du travail, dit certainement des poussées que l'on sent déjà, vous le sentez peut-être déjà dans les entreprises, sur d'autres manières d'être, d'autres manières de faire, qui parfois nous arrangent, parfois nous confrontent, nous stimulent. J'ai mis un lien sur une grande étude de Deloitte de 2018 sur l'étude des millénials et des Z en entreprise. Je retiens ici 2 éléments sur l'aspect engagement qu'ils peuvent avoir, avec ce que ça implique pour nous dans les entreprises, et après, attente vis-à-vis des leaders. L'engagement, ce qui ressort, cette étude, il y a 12 000 personnes, un peu dans le monde entier, un peu hors Afrique, mais autrement dans le monde entier, 12 000 personnes qui ont été interrogées. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui quittent l'entreprise, qui quittent en tout cas le job, dans un délai de 2 ans. Ça a quelques impacts, quand même, en termes d'entreprise. Qu'on le veuille ou non, ce sera peut-être 3 ou 4. Les pourcentages seront peut-être pas tout à fait justes. C'est des tendances qui sont observées. Deuxième élément que j'ai choisi de ressortir, c'est l'aspect croyance au leadership et impact que les gens perçoivent par rapport à des leaderships globaux, ici sur un axe business leader, puis aussi leader politique ou religieux. Puis on voit quelque part qu'il y a des croyances qui diffèrent de celles qu'on a pu avoir. Nous, on l'observe un petit peu dans le contexte. À retenir tout ça, c'est pas tellement les chiffrer. Et ce qui ressort, on peut être d'accord ou pas, c'est cette notion, cette capacité qui nous interroge sur des certitudes de fonctionnement. Et ils seront beaucoup. Première, un petit peu ressource, qui pour moi est une belle clé de lecture aussi en termes d'organisation et de changement. Qui connaît les travaux de Frédéric Laloux? Ok. Alors, Frédéric Laloux, c'est un Français qui a étudié pendant quelques années, qui a observé en fait, pendant quelques années, bon nombre d'entreprises qui évoluaient un petit peu dans ces nouveaux paradigmes, nouvelle intégration de personnes, nouveaux modes de management. Et il a beaucoup observé. Il a fait un gros travail d'investigation, d'observation, d'entretien, d'interview, principalement sur entreprises nord-américaines et européennes, pour essayer de comprendre un petit peu quelles étaient les tendances fortes qui sont en train d'arriver. Suite à ça, il a écrit un livre, maintenant ça fait 2 ou 3 ans, il y a aussi des vidéos, peut-être que j'ai mis aussi dans les liens, d'une conférence d'1h30 qui donne autour de certains de ces enjeux. L'idée c'était, après, de ne pas dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est plutôt d'inspirer. Observation, inspiration. Il a écrit un livre qui est une version illustrée et résumée de son premier livre, qui, si vous êtes intéressé, je vous invite à lire. C'est facile à lire, ça montre bien un petit peu ce qu'il a pu observer et ça touche. C'est pas trop mental. Donc c'est assez peu de personnes qui ont lu les 3 axes qui ressortent des nouvelles organisations. C'est la notion d'autogouvernance, que certains parmi vous ont peut-être utilisent ou vivent ou ont déjà entendu parler dans les modes d'autogestion de l'holacratie. Qui a déjà connaît un petit peu ces mécanismes? Ouais. Donc la capacité vraiment à arriver dans des dynamiques de valorisation des personnes dans l'entreprise à tous les niveaux, d'une hiérarchie de plus en plus plate, d'une autonomisation, d'une responsabilisation forte dans l'entreprise. La notion de plénitude de l'être, c'est un mot peut-être pompeux, mais sur le fond, on parle d'alignement de valeurs.
Donc, connaissance de ses valeurs perso, connaissance des valeurs de l'entreprise, pas des valeurs écrites sur un site, vraiment vécues, et alignement. Pour que les personnes, on voit bien ce type d'éléments, si on arrive à faire en sorte que les personnes, d'une manière ou d'une autre, s'épanouissent, peut-être qu'on va influencer sur ces niveaux d'engagement dans l'entreprise. Et puis un élément qui est assez compliqué, peut-être que vous l'observez aussi dans vos métiers, c'est cette notion de raison d'être évolutive. C'est-à-dire, aujourd'hui, le changement, ça devient de plus en plus une norme. Les mécanismes de gestion du changement sont souvent mis à mal, parce que sont encore des fois trop longs à mettre en place. Les fameuses 8 étapes de Kotter et tous ces processus, des fois, on est au bout du processus, puis c'est déjà trop tard. Donc, comment réussir à intégrer le changement un petit peu le plus possible au quotidien et faire en fait évoluer aussi la raison d'être de l'entreprise, de l'organisation, du projet, le plus aisément possible. 3 pôles relativement importants qui sous-tendent beaucoup de choses que l'on observe aujourd'hui, par exemple dans des nouvelles méthodologies telles que l'holacratie, la sociocratie ou d'autres éléments en lien avec ces nouvelles organisations. J'aime beaucoup cette approche parce qu'il y a une approche un peu de hauteur et pas après d'ayatollah d'une méthodologie ou de quelque chose. C'est basé sur de l'observation. Un petit détail aussi, il a aussi pas mal observé des choses sur l'évolution sociologique des populations et des organisations en adaptant par exemple tous les travaux de la spirale dynamique sur cette notion d'organisation. Ce que j'utilise personnellement, assez basé là-dessus, c'est une première clé toute simple. Je pense que vous êtes tous, et on est tous dans les entreprises, assez forts pour l'agir, pour le faire. Par contre, dans un contexte où tout va très très vite, avoir la capacité de temps en temps à juste, le plus rapidement possible, à faire ces petits reculs. Ok, observation de la situation, compréhension, action. En tant que BA, vous êtes souvent quand même dans ces éléments-là, mais des fois peut-être de manière inconsciente. Réussir à ramener un petit peu de conscience le plus rapidement possible sur ces 3 étapes qui sont quand même assez différentes. Pour moi, c'était une première clé un petit peu générique que vous allez voir qui va sous-tendre un peu la suite de l'exposé. Je passe très vite sur les éléments d'observation, de compréhension et d'action. Je crois que c'est des éléments qui sont connus. Mais pour moi, c'était un élément intéressant, sachant que l'observation et la compréhension peuvent quand même sacrément agir, entre autres sur la priorisation et sur la capacité à sortir de ces zones habituelles de fonctionnement. Donc à aller essayer d'aller voir d'autres paradigmes, d'autres manières de faire et d'être. Personnellement, en tout cas, chaque fois que j'ai la tête dans le guidon, je ne suis pas tellement là. Je répète les mêmes choses. Mon Dieu, j'ai encore 128 mails à faire et on part dedans, la tête. Et puis pas de recul sur est-ce qu'on arrive, est-ce que ça a de la valeur, est-ce que c'est pertinent, voilà. Question juste sur cette petite intro. Alors une petite partie un petit peu plus académique, orientée plutôt PME. Mon terreau, c'est plutôt PME, je viens du Valais, on n'est pas trop dans les grosses structures, donc voilà, on est plus proche de ce qui est PME. Une première ressource qui est très intéressante, qui a compilé pas mal de choses par rapport à cette notion de digitalisation, c'est une étude qui a été faite par la Haute École spécialisée de Suisse orientale, en compilant plusieurs sources. L'étude, je vous ai mis des liens en tout cas, sur le site. Il y a des éléments extrêmement intéressants, je vais juste reprendre une petite clé tout à l'heure. Et puis suite à ça, j'ai mené, l'année passée, j'ai dirigé d'autres travaux de master
qui ont essayé de voir comment on pouvait arriver concrètement sur des pistes par rapport à des PME par rapport à cette digitalisation. Il y avait principalement un élément de mesure. Ces tests de master se trouvent aussi dans la doc avec un petit outil qui sont donnés. Alors, premier élément intéressant sur cette première étude de la haute école de Suisse orientale, c'était en fait de ressortir cet aspect un petit peu complexe de la digitalisation, puis de la cartographie. On va retrouver ici 7 briques qu'en fonction de différentes études, vous allez plus ou moins retrouver. Mais que cette évolution amenée entre autres par la technologie, mais pas que, pourrait être vue et guidée par 7 axes. L'aspect centré client, certainement vous le vivez déjà pas mal aujourd'hui. L'aspect capacité à définir des nouveaux modèles business en lien avec le digital. Un élément assez clé sur des modes de leadership et des cultures d'équipes, d'entreprises, d'organisations qui deviennent sensiblement différentes. Une optimisation de ce qui est processus. Une évolution qui bouge encore tout le temps très très vite sur le marketing digital. L'intégration de nouvelles technologies. Et il y en a. Et puis les éléments infrastructure et gestion de la donnée. Ce qui est intéressant, c'est ces liens. On n'a pas quelque chose qui est isolé. C'est les liens qu'il peut y avoir entre ces différents éléments. Et de nouveau, pour moi, ces éléments liens, ils sont aussi intéressants. Je vais continuer tout à l'heure par rapport à ça. Dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ressorti, déjà, premier élément, ressortir ces éléments, cette cartographie. Et ensuite, pour chacun des axes, il y a des explications, il y a un certain nombre de questions sous forme de checklist, et un certain nombre de petits outils intéressants. On voit bien l'approche PME et pas forcément tout de suite intégrée dans un gros système de gestion intégré, mais par contre, de petits outils qui peuvent adresser tel ou tel besoin. Donc, une mine intéressante aussi d'informations en fonction peut-être d'une question précise que vous pouvez avoir et puis d'une réponse à cette question. C'est en allemand. Par contre, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait une traduction anglaise ces derniers temps. Puis ces travaux de master que j'évoquais, en fait, c'est illisible, je le sais, sur le schéma, mais ce qui était intéressant, c'était de se dire, on parle de digitalisation, mais on se retrouve avec 3 éléments assez différents et importants, les aspects humains, qui impactent des méthodes de management, des niveaux de connaissances, donc des gestions de talent, des fossés générationnels, des peurs du changement. On a des éléments organisationnels et structurels, du modèle d'affaires, des produits, des services, des fonctions de l'entreprise, et puis des éléments gestion de l'environnement externe. On est au-delà de l'informatisation, amener un outil à un moment donné. Où on se positionne, gérer ça tout seul, ça devient vraiment compliqué. Puis ce qu'on a fait dans ces travaux, c'était d'essayer de ressortir. L'idée, c'était qu'ils nous fournissent un petit cahier des charges pour imaginer une plateforme qui soit utile pour les entreprises, pour les accompagner dans cette digitalisation. Et l'idée, c'était d'abord, ce qu'on a constaté avec des interviews auprès d'entreprises, c'était que d'abord, ce qui était important, c'était de commencer en tout cas par ces 2 briques. Avoir une très bonne cartographie de ces processus pour savoir exactement où on en est aujourd'hui. Chose qui se fait déjà. Souvent, la plupart des entreprises ont déjà plus ou moins ça, mais les PME, pas forcément. Et puis ensuite, déjà préparer le terrain sur des éléments, accompagnement aux personnes, pour
pour faire changer la culture de l'entreprise vers quelque chose qui soit certainement beaucoup plus agile, beaucoup plus axé sur l'autonomisation des gens, plutôt que des choses très, très directives et autoritaires. Changer les processus de décision, etc. Et puis ensuite, pour chacun des éléments, on imaginait un questionnaire d'auto-évaluation avant, puis en fonction du niveau où se situaient les personnes, proposer un certain nombre de ressources d'entreprises partenaires qui peuvent former pour faire avancer sur les niveaux de compétences, puis après régulièrement aller se réauto-évaluer pour savoir où on en était. Le cahier des charges, on l'a fait, maintenant on est en train de voir si on peut avancer dans cette plateforme. Des éléments assez intéressants, il y a un questionnaire d'autodiagnostic qui vous est mis à disposition aussi. Ça peut être des fois intéressant aussi pour votre entreprise. Il se base entre autres sur les travaux de Lalou et sur les travaux de cette étude qui avait été faite. J'ai organisé une conférence sur l'évolution des métiers traditionnels dans le cadre du master. J'ai publié d'ailleurs un post sur LinkedIn en invitant différentes entreprises traditionnelles à venir partager leur expérience sur qu'est-ce que ça a impacté pour eux, la digitalisation. Il y a quelques points qui sont ressortis puis qui vont être repris par la suite. Et puis aussi, donc je vous ai aussi mis ça comme doc. Et puis il y a eu toute une conférence techno-arcassière en 2019 sur l'impact sur les RH de ce qui est digitalisation. Toutes les vidéos sont en ligne s'il y a l'un ou l'autre thème qui vous intéresse. Et puis ces éléments vont se retrouver par la suite. Alors sur l'élément suivant, survol de quelques pistes et clés, ce que j'ai prévu faire quelque chose sous forme d'acrostiche, à savoir, j'ai sorti 14 clés, on va certainement pas les voir les 14, avec chacune des lettres, le détail vous est donné tout à l'heure, et puis pour chacune de ces lettres, j'ai essayé de sortir quelques éléments de réflexion. Une question, est-ce que vous êtes prêts sur ce plan-là? Puis un petit défi personnel. Donc ce que je vais vous proposer aussi de faire, c'est que je vais ouvrir un petit vote de nouveau Sleep.do, et puis je vais m'exposer un peu. Je vais faire la présentation des clés en fonction des priorités de la salle. Orientation client, il disait. Donc, vous allez avoir les 14 clés avec le petit détail sur le Sleep.do. Et puis ensuite, vous allez choisir les 5 que vous voulez avoir. On ne peut pas voter en termes de 1, 2, 3, 4, 5, mais vous choisissez 5. Puis on va voir ce qui ressort. Et puis ensuite, je vais ajuster la présentation en fonction de vos besoins. Et puis par contre, il y a une ou deux clés que j'estime essentielles. Si elles ne ressortent pas, je me permettrai de fusiller un petit peu vos besoins. Mais quand même, et j'ai le micro quand même, j'ai un petit avantage. Ok, alors je vais ouvrir ça. Alors, je parle juste un petit moment sans micro ici. Les 5 priorités que j'ai mis: déconstruction, déconstruire, désapprendre, incertitude inconnue, gagner ou être heureux, information ou digitalisation, je l'ai quand même laissé mais ça en a déjà parlé, talent et compétences à développer et à gérer, agilité, différents leadership, l'importance du réseau, l'orientation service, l'autodiagnostic, la gestion des tensions, l'inefficience, d'autres manières d'organiser son entreprise, et puis la nature et l'inspiration du vivant. Vous en choisissez 5. Ok, c'est bon. Je pense que c'est à peu près bon. Donc je vois en première priorité agilité, en deuxième talent, en troisième tension, quatrième service, cinquième leadership. Mais en tout cas, 3
C'était 3 que je voulais absolument qu'ils soient là, donc c'est parfait. Alors, juste le temps que j'organise un tout petit peu la présentation, je vous laisse, ça me prendra 2 minutes, je vous laisse par 2, juste évoquer entre vous, 2 ou 3 si vous êtes 3, votre principal défi aujourd'hui quand on parle de digitalisation. Que vous vivez, c'est un petit échange, vous avez bien compris, un échange peut-être un peu confrontant, mais pour moi ça me permet juste de m'ajuster sur les présentations. Alors, première piste de réflexion, l'agilité. Ce que j'aime bien ressortir de la notion d'agilité, au-delà de toute méthodologie, c'est vraiment valeur-principe. Et ce que j'aime bien aussi faire ressortir, même dans un contexte de non-direction d'un projet informatique, de dev informatique, c'est quelques-uns de ces éléments qui pour moi sont fondamentaux par rapport à une dynamique un petit peu nouvelle. Cette notion d'essai-erreur. Est-ce que dans vos entreprises, aujourd'hui, l'erreur est permise? Est-ce qu'elle est permise? Est-ce qu'elle est valorisée? Est-ce qu'elle est réutilisée? Quand je parlais d'un élément juste de point de départ de ce qu'implique la digitalisation, ça pour moi c'est un élément de point de départ dans l'aspect culture d'entreprise. Et qu'on peut commencer à mettre en place, même si au niveau, il n'y a pas de technologie, s'il n'y a pas forcément de choses vraiment nouvelles qui se mettent en place, cette notion d'essai-erreur. La capacité à essayer, à faire des erreurs et à apprendre de ces erreurs. Élément intéressant aussi, tout à fait applicable pour moi dans n'importe quelle gestion de projet, qu'on soit dans du classique ou dans du moins classique, c'est cette notion d'itération. Découpage d'un projet en petites itérations, mais derrière l'itération, pour moi, il y a un élément qui est clé, c'est penser cette petite itération sous forme de délivrable. Même dans un projet de gestion classique, plutôt que d'avoir des petits points de projet où on avance, juste, ok, qu'est-ce que je délivre dans un mois qui est utile, qui donne de la valeur, que je puisse confronter aux parties prenantes, qui puissent me donner un retour pour qu'on puisse réajuster. Rien à voir avec Scrum ou pas Scrum, ou d'autres méthodologies. C'est des manières aussi qu'on peut amener, quelle que soit la méthodologie. Parce que ça implique un mécanisme aussi pas à pas et une capacité à réajuster les choses, à revisiter régulièrement les priorités en fonction des retours qu'on a pu avoir, parce qu'on a pu délivrer, vérifier un retour, ajuster. Et pour moi, l'agilité, fondamentalement, c'est cette capacité-là. Intégrer le changement de manière la plus continue possible. Si les itérations sont courtes, c'est relativement facile à intégrer un nouveau changement. Ou à dire, ok, il y a quelque chose qui arrive, dans 2 semaines, on réévalue. C'est court 2 semaines par rapport à des mois. Réévaluer, donc j'en ai parlé, mais derrière cet essai-erreur, cette itération, cette capacité à réévaluer régulièrement les choses, évidemment qu'on arrive à mettre en place beaucoup plus facilement des mécanismes d'amélioration continue, mais sans que ce soit un truc qui se vérifie une fois par année, c'est en continu des améliorations. Là derrière, ce qui se cache aussi pas mal, c'est la notion pour que ça marche, c'est la notion d'autonomie et de responsabilité. Ça veut aussi dire que caché derrière tout ça, derrière une équipe qui s'engage à délivrer dans 2 ou 3 semaines quelque chose, elle devrait idéalement être autonome et responsable du résultat et de la valeur qu'elle produit. Ce qui peut avoir des grosses difficultés en termes de culture d'entreprise. Il y a des personnes qui sont bien moins à l'aise que d'autres dans un environnement comme ça où il faut être autonome. Il faut se partager le travail entre soi sans que quelqu'un vous dise c'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais.
Ça, pour moi, c'est les éléments clés de l'agilité, plus en manière d'être qu'en manière de faire. Et souvent, c'est plus intéressant d'être agile que de faire de l'agilité. Là, on est vraiment sur des manières d'être qui peuvent impacter l'équipe et l'entreprise. Un exemple typique de comment vous pourriez être prêt. Aujourd'hui, il y a des petits outils où vous pouvez mesurer le degré de maturité agile de votre organisation d'entreprise. Je vous en ai mis un dans la doc sur la clé A, comme agilité. Il y aura un petit outil, une feuille Excel, que vous pouvez traverser relativement facilement. Et puis il y en a d'autres pour, tiens, où j'en suis en termes de maturité agile. Et le questionnaire interroge quelques pratiques que vous avez, mais derrière ces pratiques se cachent principalement ces éléments-là. Je vous ai aussi mis dans la doc une présentation que je fais sur les principes et valeurs de l'agilité pour du non-IT. Vous pourrez parcourir ça au besoin. Un petit exemple aussi d'un autre outil qui est fait par une boîte d'ici, Pixies. Typiquement, du moment où on mesure, l'outil il est gratuit aussi, vous pouvez aller il faut vous donner vos coordonnées, mais vous avez les infos. On va se retrouver sur un petit radar. Mais on voit bien un certain nombre de choses. Vélocité de réponse, satisfaction client. Ok, là il y a des choses un peu plus liées à ce qui est des méthodologies. Leadership, d'aide, autonomisation. On reste dans de la mesure de la performance. Donc est-ce qu'on a des tableaux visuels, etc. Efficience de l'exécution collective. Est-ce que les gens travaillent bien ensemble? OK? Vous avez certainement vu aussi, pour la plupart d'entre vous, dans ces mécanismes en lien avec les métiers de BA, la notion aujourd'hui de DevOps. La notion de DevOps, sur le fond, ce qui est intéressant dans un cycle de projet relativement classique, où on avait ces phases, analyse, design, développement, test, là je viens sur du dev logiciel, on a des approches classiques à la waterfall, on a ces approches agiles qui quelque part vont respecter ces phases. Mais par contre, elles sont organisées différemment pour intégrer principalement le changement. Et dans une approche DevOps, on intègre encore vraiment les éléments de déploiement, etc. Mais de nouveau, sur des cycles qui viennent toujours de plus en plus courts. Donc, qui dit de plus en plus court, dit inévitablement devoir pouvoir appliquer un certain nombre de ces éléments-là. Essais et erreurs, si on est de plus en plus court, on ne peut pas être sûr à 100% de quelque chose qu'on va mettre en place. On va pouvoir peut-être tester et corriger les erreurs. OK? Ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y a une question sur cette clé? Pour moi, le plus grand défi aujourd'hui, qui reste, ça fait 10 ans qu'on a fait les premières confs sur l'agilité à Sierre, je suis toujours là. La plus grande difficulté, c'est super intellectuellement ce que tu nous dis, Jean-Pierre. Mais quand il faut aller chercher les gens sur de l'autonomisation, sur de la responsabilisation, sur de la production collective versus individuelle, sur le fait que la valorisation du résultat soit collective plutôt qu'individuelle, je suis toujours là. 10 ans après. Puis je viens du Valais. OK. Deuxième priorité, les talents et compétences que vous avez ressortis. Je vais tâcher de tenir mon micro. Quelques éléments, quelques questions. De nouveau, j'essaie de soulever plus des questions que d'amener des certitudes. Aujourd'hui, qui parmi vous a vécu de proche ou de loin cette notion d'obsolescence de compétences? Donc vous avez investi 10-15 ans sur une compétence qui à peu près du jour au lendemain
est tracé de l'entreprise par différents éléments, est remplacé, n'existe plus, etc. Qui parmi vous a déjà vécu ça ces dernières années? Ok. Ce qu'on dit communément aujourd'hui, c'est que des compétences, en général, elles vont durer 5 ans. Hein. Qu'on le veuille ou non, certaines choses seront moins touchées que d'autres. Hein. Mais aujourd'hui, c'est une réalité que l'on vit. Peut-être demain, ça changera. Je ne suis pas sûr. Hein. Mais avec la rapidité avec laquelle ça se passe, c'est un élément qui est clé. Hein. Qui est clé personnellement, qui est clé par rapport à l'entreprise. Hein. Comment on s'assure que si on investit sur quelqu'un, cette compétence, quel est le niveau d'investissement par rapport à la compétence, la personne reste pas. Personnellement, j'ai dirigé pendant plusieurs années un master et je sais que parfois je le dérangeais parce que je disais, lorsque je devais vendre mon master, donc vendre ma crèmerie, hein, je leur disais, venez chez moi que si vous avez besoin. Venez pas chez moi parce que les gens vous ont dit qu'il fallait faire un master. Hein. Une formation longue, elle a des bénéfices, elle a des avantages, ça peut être une nécessité en fonction du métier que l'on ambitionne, mais elle a aussi un coût. Vous partez sur une formation relativement longue de 2 ou 3 ans, peut-être qu'un certain nombre de choses que vous vouliez avoir au début, à la fin, c'est déjà dépassé. Ça interpelle un petit peu tous les éléments. Donc, ça peut être une vraie plus-value, une formation longue. Vous lancez des personnes de votre entreprise faire une formation longue. Mais ça peut être quelque chose qui a un coup dans l'eau. Hein, en fonction de ce nouveau paramètre pour moi intégré dans la conscience. Hein. Il y a des choses qui émergent sur des notions de portfolio de compétences. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, aujourd'hui, on est dans une dynamique, est-ce que les compétences que vous acquérez, est-ce que vous les valorisez? Est-ce que vous les mettez quelque part dans un portfolio qui est votre accompagnement ou pas? On a des notions de CV, c'est un élément, mais vraiment, après, en termes d'équipe, est-ce que c'est des choses que l'on met en place à un niveau équipe? Alors là, quel est le portfolio de compétences de l'équipe? Quelque chose qui est mouvant et qui peut avancer. Est-ce qu'il y a une stratégie de développement de compétences bien établie chez vous? Est-ce qu'on doit standardiser les compétences des gens dans l'entreprise? Ou utiliser la richesse de chacun pour valoriser, pour personnaliser peut-être un certain nombre de choses? C'est un certain nombre de questions. Certaines existent depuis toujours, d'autres un peu moins. Par contre, je parlais de complexité, hein, on a de plus en plus, on a des paramètres à gérer qui sont compliqués. Développement collectif de compétences. Est-ce que vous pouvez imaginer faire monter collectivement une équipe sur des compétences de la manière la plus rapide possible? Je schématise ça sur un exemple volontairement un peu simpliste, mais pour montrer quand même qu'il y a des choses qu'on peut imaginer. J'ai fait une expérience lors d'un dernier cours au master où il y avait un cours digitalisation et puis j'ai fait lire un livre à toute l'assemblée en 1h30. Simplement, 10 chapitres, groupe de 2 ou 3. Chaque groupe lisait un chapitre, mettait les points clés sur un mind mapping partagé. À la fin, chacun a travaillé comme ça pendant demi-heure pour lire le gros chapitre, sortir les points clés. À la fin, chaque groupe présentait son arborescence du mind map. Et puis, ça veut dire qu'en 1h30, quelque part, collectivement, on a eu l'essence d'un livre qui s'est fait, où chacun a exploré quelque chose, il y a une interaction, c'est pas toujours le même qui parle, qui présente. C'est évidemment
éloigné de certains développements collectifs de compétences en entreprise, mais c'est juste pour illustrer la créativité, le process qui peut s'inventer et puis qui fait que vous impliquez les personnes dans ce développement. Et c'est plutôt ces mots que je viens de dire qui sont intéressants là derrière. Puis là-dessus, vous embarquez les jeunes générations. Si elles sont impliquées, engagées, ça y marchera beaucoup mieux que de devoir avoir quelque chose que l'on reçoit. Ce qui est intéressant là-dessus, ouais, merci. Je vous ai donné quelques pistes. J'ai vu un site au Canada où en fait toutes les compétences comportementales sont décrites, que doivent avoir les gens, que doivent avoir les personnes de l'entreprise, sont décrites sous forme d'un tableau. Et puis, vous avez 5 niveaux de compétences qui sont décrits là-dessous, bien décrits par rapport aux postes qui sont utilisés, pour avoir une cartographie assez claire de où on en est, d'où on veut aller. On arrive facilement à accompagner. Et puis, la plupart des compétences sont comme ça, décrites. Mais pas juste sur un intitulé de poste. C'est vraiment bien décrit dans des manières d'être aussi qui sont faites. Un ouvrage que je vous recommande, que je viens de lire sur les compétences du 21e siècle, de Jérémy Lamry, il n'y a pas de compétences techniques. Dans ce contexte un petit peu que j'évoquais en début de session, 4C en termes de compétences. Créativité. Je parlais tout à l'heure d'essais-erreurs. Imaginer des nouvelles solutions. C'est pas forcément faire du dessin, même si ça passe aujourd'hui à des ateliers de facilitation visuelle. En fonction du terreau que vous avez, c'est peut-être des choses qui vont extrêmement bien marcher. Mais l'aspect créatif, dans un aspect renouvellement. L'aspect communication, ça je pense c'est un élément que vous vivez aussi au quotidien aujourd'hui. C'est essentiel avec tout ce que ça implique comme aisance à varier les canaux de communication en fonction des contextes. Du bon usage de quel canal pour quel contexte. Ça par contre, ça peut être assez subtil. Et puis la valeur qui s'en sort est différente. La notion d'esprit critique qui est de plus en plus fondamentale avec une société de l'information dont on ne maîtrise plus les canaux. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de fake news, ça c'est un élément qu'on a l'habitude, mais ce qui est en train de se passer avec toute cette notion d'intelligence artificielle, c'est quelle est la capacité que l'on a à prendre du recul, à être critique par rapport à ce qui arrive, par rapport à notre métier, puis être critique dans les deux sens. On a toujours soit le fanatique, soit le hyper résistant, mais par contre il y a toutes des nuances au milieu. Et puis l'aspect coopération. Coopération, c'est beaucoup plus fort que collaboration. Collaboration, pour moi, de nouveau, je nuance des fois un petit peu les mots. La collaboration, je pense qu'aujourd'hui, assez aisément, on fait vite des alliances qui se défont en fonction des projets avec des entreprises. Coopérer au sein d'une entreprise ou d'une équipe, c'est pour moi beaucoup plus fort, dans le sens, c'est faire passer le bien commun avant son propre intérêt personnel. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, le développement de cette intelligence collective passe pour moi absolument par ça. Dans le Êtes-vous prêt, ici je vous partage peut-être un petit élément que l'on vit à Sierre maintenant depuis une année et demie. Qui a déjà entendu parler de cette nouvelle formation de Team Academy? Ok. Alors, dans le contexte d'un bachelor en économie d'entreprise à Sierre, on a réussi à faire rentrer dans le cadre un nouveau processus de formation où les étudiants n'ont a priori pas de prof, pas de cours, pas de notes, puis ils vont quand même obtenir un bachelor à la fin, en économie d'entreprise.
Alors, ce qui se passe là derrière, c'est que c'est un apprentissage qui se base vraiment sur l'expérience. Les étudiants arrivent le premier jour et puis ils doivent créer leur entité, leur entité juridique, quoi, leur entreprise. Et puis ensuite, ils vont faire des projets et puis tout l'apprentissage se passe derrière les projets. Il y a un parcours qui est un petit peu balisé, mais sur le fond, s'ils nous demandent à nous, un prof, de leur donner une information, ils doivent nous donner leurs besoins, et puis nous, on doit répondre à leurs besoins. Mais si on donne un cours classique, on est à côté de la plaque. Hein. Donc il y a tout un apprentissage où les jeunes deviennent entrepreneurs de leur formation. Hein. Ils vont chercher la compétence, leur connaissance en fonction du besoin qu'ils éprouvent à telle ou telle phase de leur projet. Au début, on les accompagne un tout petit peu, mais de moins en moins. Ce qui est absolument fou après 1 année et demie, c'est de voir que cette notion d'autonomisation et de responsabilisation est très très forte, que ces gens développent déjà après 1 année et demie des compétences de gestion de conflits, des compétences relationnelles, des compétences d'intégration de qui ils ou elles sont, qui sont extrêmement intéressantes. Et on est dans cette dynamique un petit peu nouvelle de développement d'une intelligence collective, etc. Pour moi, le défi par rapport à ça, c'est réussir à être clair, hein, à être lucide. Lucide dans le sens, ok, j'ai investi 15 ans sur une compétence, je sens qu'elle est en train de disparaître. Est-ce qu'il est pertinent que je m'y accroche? Oui, non. Ou est-ce qu'il est pertinent que je lâche? Oui, non. Ou autre chose. Hein. Cette lucidité, lorsque vous avez investi vos tripes dans quelque chose, hein, elle n'est pas toujours facile à avoir. Et elle entraîne souvent quelque chose qui devient inconscient. Et si vous arrivez à les conscientiser, enfin, si j'arrive à les conscientiser, elles me sont utiles. Hein. Questions, remarques, réflexions, avis opposés. La notion de tension dans les équipes. Vous voyez ici, je suis dans un présupposé quand même de cette notion d'équipe un petit peu plus agile, qui travaille beaucoup plus collectivement. Aujourd'hui, des parcours commencent à se baliser sur cette notion de gestion des tensions. Et typiquement, je donne un petit exemple tout à l'heure, ces nouveaux modes d'organisation comme l'holacratie sont passablement basés sur ça, hein, pour gérer, pour faire avancer l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui encore, j'observe souvent que dès qu'on est sur du non opérationnel classique, donc dès qu'on touche à de l'émotionnel, dit un peu plus largement, les gens sont moins confortables dans l'entreprise. Or, vous avez certainement tous vécu toute l'énergie qui peut être mangée au service de l'équipe et du développement du projet par des tensions. Et surtout si elles sont longues, durables. Ça fait 4 ans que c'est toujours la même chose avec celui-là. Mais il n'y a jamais rien qui a été dit et mis sur la table. Donc aujourd'hui, il y a des parcours qui sont balisés par rapport à cette capacité à gérer des tensions. Moi, j'appelle ça basiquement de l'hygiène relationnelle. Hein. Ça peut être très facile et très dur. Hein. Il y a des techniques, hein. Principalement, une qui émerge de plus en plus, et puis les jeunes générations en sont friandes, c'est la notion de feedback. Hein. Ça peut commencer simplement par ça, mettre en place de manière plus régulière des feedbacks, pour que sur des choses qui ne sont pas trop sensibles, pour que les gens prennent l'habitude de donner un avis sur quelque chose qui ne sera pas forcément très agréable, mais sans que ce soit forcément négatif.
peut aller plus loin sur de la communication non violente, sur des techniques plus difficiles, mais pour moi, l'élément clé là-dessus, c'est régler ces éléments. Aujourd'hui aussi, des choses sortent un petit peu plus sur les nouveaux modes de décision. Les modes de décision autoritaires, majoritaires, consensus, on les connaît bien. Le mode de sollicitation d'avis, souvent, on le fait relativement bien. Mais dans des modes de gestion un petit peu nouveaux, la sollicitation d'avis, elle peut être très très liée à une responsabilisation forte de la personne. Par exemple, dans des organisations de type entreprise libérée, quelqu'un qui n'est pas du tout positionné hiérarchiquement dans l'entreprise, qui a un rôle donné pour pouvoir faire une commande, il n'est pas obligé de passer par la hiérarchie. Si l'entreprise est organisée sur un mécanisme de sollicitation d'avis, il a la légitimité de pouvoir faire ça, pour autant qu'il aille solliciter l'avis de toutes les parties prenantes en étant dans la dynamique du bien-être de l'entreprise. Et ça peut marcher si la culture d'entreprise fonctionne. Il y a des exemples aujourd'hui de plus en plus fréquents où ça marche. Parce que la personne qui est responsabilisée, si elle est engagée pour l'entreprise, elle va prendre l'avis des différentes parties prenantes et elle va entendre aussi un certain nombre de choses. Elle est obligée de s'ouvrir à d'autres choses que juste son petit silo dans lequel elle est normalement. Ouais. Sauf qu'il faut quand même un peu de bon sens, dans la mesure où la prise d'avis, elle peut être beaucoup plus longue et complexe qu'une procédure tout à fait normale. Voilà. Alors, et de nouveau, on en revient sur cette notion. Moi, je suis pas un ayatollah aussi des éléments. Il faut qu'un mode. C'est après comment gérer sur les modes. Parfois, ces modes-là sont. Parfois, l'autoritaire, le majoritaire, c'est celui qu'il faut utiliser. Et puis, on a un troisième qui, lui, est encore un petit peu plus lent, qui est le mode de consentement. Donc là, on fait en sorte de s'assurer, à un moment donné, par différents allers-retours, qu'au final, la solution convienne à tout le monde. En fonction d'un contexte, c'est vital. Parce que si vous avez toutes les personnes qui sont embarquées avec vous, elles le seront. Sur de l'autoritaire, du majoritaire, à un moment donné, vous aurez des frustrations. Comment on les gère, comment on les avance. Et puis on arrive sur des mécanismes de balance aujourd'hui, où ça se complexifie. Par contre, il y a aussi des chemins qui se balisent, et qui peuvent aider aussi à ouvrir les choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça nous donne des éléments complémentaires. Oui. Mais le consensus et le consentement, c'est pas un peu similaire comme approche ? Non, parce que le consensus, à un moment donné, on est à peu près d'accord. Mais on peut être d'accord, et puis vous restez avec un bout de votre résistance, moi je reste avec un bout de ma résistance. Ok. Le consentement, il va aller plus lent par rapport à ça. Par contre, voilà, ça fédère plus. On aura, nous, dû aller chercher plus loin des solutions qui sont peut-être éloignées de celles qu'on avait imaginées au départ, mais on se sera retrouvés quelque part. Là-dessus, aujourd'hui, on peut retrouver des outils visuels. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement non plus le nom des choses, mais on peut avoir des éléments visuels par rapport au mode de décision. On a les matrices RACI, les outils classiques qui sont donnés. Aujourd'hui, je vous ai mis un petit outil qui donne, par rapport à un projet, disons par rapport à l'organisation de l'entreprise, sur 2 ou 3 éléments clés de l'entreprise, quels seront les modes de décision. Puis là, on rejoint ce que vous disiez. Sur les 3-4 éléments qui sont problématiques dans l'entreprise, quels sont les modes de décision qu'on utilise. Et en plus, ça peut être mouvant. Et c'est vraiment le but. Ici, vous avez un exemple tiré de l'holacratie sur 4 manières de gérer une tension. De nouveau, ce qui m'intéresse, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'holacratie, c'est la capacité à baliser
un chemin dans un contexte d'une tension, d'un besoin, différentes manières de le gérer. On en revient sur un petit peu les différents modes de décision. Et on se retrouve avec telle ou telle méthodologie qui balise certains chemins pour le faire. Pour moi, les défis par rapport à cette gestion des tensions, j'ai mis courage et confiance. C'est pas habituel, des fois, de soulever, de discuter de tensions. Il faut avoir confiance. Ça implique aussi peut-être des compétences de communication qui sont élevées. Mais c'est certainement quelque chose qui augmente nettement l'efficience d'une équipe. Il en restait deux. Donc, service. On voit bien l'élément lié à la brique Customer Centricity and Personalization. Ce que j'aimerais juste amener ici aussi dans cette nouvelle dynamique que l'on voit émerger d'entreprises de plus en plus collaboratives, d'intelligence collective, c'est que ces questions que vous vous posez certainement, que vous posez en accompagnement à vos clients, à vos quotidiens, au service de qui, au service de quoi, pour moi, c'est aussi intéressant de se les poser en interne dans l'organisation. De nouveau, dans un souci d'efficience, de développement collectif, de choses qui changent très très vite. Ce contexte que j'évoquais au départ, c'est un élément important. Si on revient sur l'aspect technologique, aujourd'hui, cette question assez clé de technologie au service d'un besoin, plutôt que l'inverse, on est très stimulé par rapport à ça. Et puis, voilà, moi j'aime bien cette notion de au service de qui, au service de quoi, de manière comme question un peu permanente, que ce soit en externe avec des clients, en interne dans l'organisation, pour essayer d'avancer aussi au mieux en fonction d'un contexte qui change régulièrement. Et de manière plus générale, pour moi, mon grand défi par rapport à ça, c'est une notion d'alignement de valeurs. Est-ce que je suis en train de donner une réponse, d'avancer par rapport uniquement à moi, uniquement à l'entreprise, uniquement à autre chose, réussir à aligner ce genre de choses pour avoir la décision la plus claire possible. Et puis le dernier élément qu'on va évoquer, pour qu'on ait un petit peu de temps pour des questions, c'est la notion de leadership aujourd'hui. On a aussi de plus en plus de littérature qui sort sur les différents styles de leadership, de manière assez claire, par contre. Pour moi, il y a un enjeu assez fort qui est en train de sortir, c'est cette notion de partage du pouvoir. Qui dit partager le pouvoir dit certainement des manières d'envisager les choses complètement différentes en termes de leadership, d'équipe ou de soi. Si je suis leader et puis que je donne du pouvoir, est-ce que l'autre est prêt à le prendre? En termes de leadership aussi, dans un contexte qui est de plus en plus agité, est-ce qu'on a la capacité à montrer, ou en tout cas à être conscient et à aller dire ses vulnérabilités et ses besoins aux autres membres de l'équipe, qui peut impacter, qui peut impliquer des éléments externes en termes de coaching et autres, d'accompagnement, mais cette notion de vulnérabilité, pour moi, si ce n'est pas évidemment une récurrence, c'est une forte plus-value. Dans ces nouveaux modes d'organisation et dans ces modes de décision, est-ce que si vous êtes celui qui avait une compétence bien précise, est-ce que
est-ce que vous avez du pouvoir décisionnel aussi sur ça? Est-ce que vous êtes dans une équipe, si vous faites un travail très opérationnel, et puis qu'un de vos collègues part, est-ce que vous êtes impliqué dans l'élaboration du cahier des charges de la personne qui va la remplacer? Parce que vous savez. Est-ce que la personne, dans une organisation des fois classique, qui est 3 étages au-dessus, sait le réel besoin? Petite question juste interpellante en termes de leadership. Pour moi, le gros enjeu là-dessus, c'est un enjeu de pleine conscience, dans un sens vraiment d'avoir le plus possiblement la conscience aujourd'hui, ici et maintenant, de ce qui est en train de se passer, pour pouvoir le sentir, réajuster. On revient dans ce mécanisme essai-erreur, itération, etc. Mais pour ça, il faut pouvoir... Des fois, on n'arrive pas tout de suite à observer et à comprendre. Il faut déjà le sentir, pour pouvoir ensuite éventuellement observer, comprendre, agir, etc. Pour moi, c'est mon plus grand défi, en tout cas par rapport à ça. Le reste, souvent, il y a plein de choses, il y a plein de connaissances, il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais c'est vraiment sentir quel est le besoin à l'instant, là, soit pour moi, soit dans un contexte d'accompagnement. Beaucoup parlent de révolution digitale. Pour moi, on est plus dans un mécanisme de transformation. C'est quelque chose qui a une certaine suite, une certaine logique. Pour autant qu'on soit attentif à ce qui se passe. Par contre, pour moi, là je la pose sous forme de question, mais pour moi, dans ce que j'observe, c'est majoritairement une question de culture. D'abord, c'est une question de culture, d'entreprise, d'équipe, pour pouvoir résoudre ce genre de choses. Et puis, c'est cet élément de humain au centre qui est souvent mis sur un discours marketing. Pour moi, il m'apparaît comme étant fondamental. Je mets dans une bibliographie, il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui sortent sur l'évolution du monde du travail, sur des éléments technologiques et autres, mais cet élément, moi qui suis plutôt un optimiste, je pense vraiment que ces éléments vont amener de l'intelligence augmentée au service de la collectivité et des hommes, mais je ne suis pas certain que ça aille dans cette direction. On a parlé de compétences du 21e siècle. Est-ce qu'on est prêt à aller peut-être se former un petit peu différemment, explorer d'autres pistes? Là, j'ai les 4C qu'on avait mis, les outils qu'on avait mis, puis ça, je les ai évoqués. Et puis, peut-être il y a un élément qui pourrait être quelque chose d'aidant, qui sort aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand on parle pour moi, il y a les éléments d'intelligence artificielle, mais il y a autant les éléments de neurosciences que de biologie qui impactent notre quotidien et qui vont certainement impacter notre quotidien. Et peut-être qu'un ancrage sur certains éléments inspirés par la nature, il y a le biomimétisme qui est là depuis longtemps dans certaines technologies, dans certaines industrialisations, mais là aussi dans des mécanismes coopératifs, aller s'inspirer peut-être du vivant. On a peut-être des pistes qui ne sont pas inintéressantes. Surtout que c'est quelque chose qui existe. Le vivant il est là depuis vachement plus longtemps que nous. Donc peut-être ce qui est intéressant, c'est que ce qui pourrait vraiment être intéressant à la fin de la journée, c'est que vous partiez avec un engagement que vous faites, et puis qu'idéalement, si vous êtes 2 ou 3 d'une même entreprise, que vous faites entre vous pour passer à l'action. Parce que je sais que je peux toucher et ouvrir un certain nombre de pistes, que d'autres intervenants vont aussi le faire, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir est-ce que quelque chose arrive à redescendre jusqu'à quelque chose qui mobilise fortement, puis hors de votre besoin immédiat de l'entreprise. Mais c'est ça qui m'intéresse. Juste on sort un petit peu de son besoin immédiat. La doc, elle est disponible à cette adresse. Je vous laisse la noter. Puis peut-être que vous aurez un autre lien à un autre moment, mais en tout cas, j'ai déjà mis ça là.
il y a les autres clés, puis il y a toute l'organisation qui s'est faite. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques de nouveau, hein, des interrogations, des désaccords? J'ai deux expériences. Une expérience, je viens de terminer un mandat à l'hôpital du Valais, là c'est l'aspect service informatique, sur un accompagnement d'une approche là, plutôt d'agilité à la base. Hein. Ça a globalement bien marché parce que le mandat est venu de la direction informatique. Hein. Donc ça veut dire que la direction informatique croyait à ces éléments-là, a investi pour l'équipe, et puis d'une manière ou d'une autre est partie prenante, même si elle l'a laissé faire après. Hein. Donc ça c'est un premier élément, dans une approche en tout cas globale, si elle n'est pas portée par le management, c'est extrêmement difficile. Deuxième élément par contre, alors là j'ai souvent exploré ça, soit chez nous, soit dans des entreprises, c'est s'il y a un petit collectif hein, qui est engagé, c'est souvent comme ça que ça émerge. Un petit collectif qui croit à un certain nombre de ces éléments, propose sur un projet peu exposé une autre manière de le faire et de le réaliser. Et souvent, cette première approche pas à pas, idéalement souvent il y a un bout d'amélioration, de réussite qui se passe, après peut devenir un peu viral. Là, plus une approche pragmatique qui fait aussi que, surtout l'autre avantage de cette méthode, c'est que les personnes motivées et qui croient, en général, si elles doivent bosser un petit peu plus en dehors, elles nourrissent leur alignement, etc. Et ça donne souvent quand même aussi même de la motivation supplémentaire, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément porté puis qui doit se faire en dehors de l'équipe. Ça, c'est l'approche pragmatique, terre à terre, qui pour moi, encore une fois, a l'avantage. Peut-être que ça plante, mais au moins, on aura essayé, et au moins, on saura à un moment donné, pas avec des remords, hein. Pas avec des regrets. On se dit, ok, j'ai fait. Puis après, ça veut dire qu'il n'y a pas le terreau, ça veut dire qu'il faut peut-être attendre, ça veut dire que peut-être que ça ne me convient pas. Cette dynamique ne me convient plus. Hein.